Salut à tous, on se retrouve sur le plateau de la First Team. Ça y est, j'y suis. Je suis très heureux de vous retrouver dans Bureau Oval. Pourquoi ? Parce qu'on va parler 15 de France, des petites émissions comme ça en plein été, magazine, pour parler des finales du 15 de France en Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde au Japon arrive. Donc on se met un peu, on s'échauffe un peu avec ces petites émissions. On en a fait 3. Et ouais, on peut s'enorgueillir de ça. On en a fait 3. Il y a très peu de pays qui en ont fait 3. Donc on va parler de ça avec mes équipiers qui sont là en plateau, qui attendent gentiment, mais qui sont chauds patates, je vous le promets. Alex, ça va ? Non, alors moi, ça commence. Non, parce que je te vois. Pas d'insulte. C'est pas Alex, voilà. Ça va, mon Yam. Pas d'insulte carrément. Ouais, pas d'insulte. Non, mais ça va très bien, ouais. C'est une insulte du coup, ça. Je suis ravi d'être là pour me souvenir avec toi, simplement. C'est vrai qu'il y a des finales où on a beaucoup souffert, mais ça reste l'histoire du 15 de France. Il y a quand même des superbes épopées et des bons souvenirs, des belles équipes, donc franchement, ça va être cool. Donc voilà. Et donc, de l'autre côté du plateau, un homme insulté, Antoine. Ça va, mon Alex, la forme ? Ça va, nickel. Bah écoute, on se rapproche de la Coupe du Monde, donc là, l'excitation commence à monter quand même. Vous nous regardez au bord de la piscine, sur la plage, n'importe où. On revient dans le passé. 87, on va attaquer dès 87. Il y avait Madonna, Michael Jackson et la première Coupe du Monde de rugby. Exactement. Donc on va donc revenir sur France-Nouvelle-Zélande 87, ça c'est la première. On va revenir sur France-Australie 99 et sur France-Nouvelle-Zélande 2011. On démarre donc avec la première finale de la Coupe du Monde et on y était. Donc c'est France-Nouvelle-Zélande. On va pouvoir regarder ce box score qui est donc le premier dans une finale de Coupe du Monde. On l'a perdu malheureusement. 29-9, première défaite. Voilà, sur les trois. Faut dire qu'on a malheureusement perdu ces 3 finales de Coupe du Monde. On a encaissé 3 essais. On en a mis un quand même avec Berbizier et on va découvrir un peu après qui étaient les grands monsieur de la Coupe du Monde avec le 15 de France. Voilà, on voit un peu les éléments de l'ordinateur, mais voilà, le plus important, c'est de voir ce score-là, 29-9. Et voilà, est-ce que tu peux nous présenter, Yam, c'est les grands joueurs? Alors on voit Berbizier, on voit Camberadero qui butait à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette équipe, ce 15 de France qui date du coup de 87? Ouais. Alors, dans mes souvenirs, c'était déjà une ligne de 3 quarts incroyable. Sela, Blanco, je me souviens de son essai en demi-finale contre l'Australie, incroyable. C'est vraiment derrière, ça avait des pattes terribles. Et puis aussi devant, cet orgueil, ce combat avec des gens comme Champ, comme Rodriguez. C'était l'équipe du monde. Ouais, pour moi, c'était vraiment grandiose. C'était la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Sans aucun doute. Mais on va en discuter. Mais rien que déjà, cette ligne de 3 quarts, la Gisquet, Charvet, Sela, Camberadero, Blanco. C'était incroyable. Franchement, moi, ça... Ça fait mal aux yeux, mais on pouvait s'enorgueillir d'avoir une très très grande équipe. On avait une immense équipe. C'était incroyable. Et est-ce que, Alex, du coup, tu peux nous poser le contexte de cette Coupe du Monde? Alors, on arrive en demi-finale, on a battu l'Australie, avec notamment un essai mémorable de Blanco. On a découvert le score. Est-ce que tu peux nous poser un peu le contexte de cette première Coupe du Monde historique? Il est magnifique. Il est magnifique ce contexte. C'est la première Coupe du Monde de rugby. C'est une idée française à la base, je le rappelle. Une idée d'Alfred Éluère en 47 qui dit tiens, pourquoi pas on ferait une Coupe du Monde de rugby. Bon, on le prend un peu pour un fou. Albert Ferras en 78, il relance le beau projet. Et là, pareil, il est président de la Fédé, Lagenais, Albert Ferras, immense homme du rugby. Et ça prend pas trop. Et puis finalement, 87, première Coupe du Monde. Et c'est un moment extraordinaire, c'est magique. Cette finale à l'Eden Park, dans le temple du rugby, j'allais rebondir là-dessus. Il faut se rendre compte que quand Ferras il offre le trophée à David Kirk, le capitaine néo-zélandais, c'est un moment exceptionnel. Et on voit effectivement ce magnifique barco avec l'Eden Park. Est-ce que tu peux en parler de ce stade mythique? C'est un peu comme le Roker Park en basket ou le Madison Square Garden pour nous. Ça a donné le nom de la marque Eden Park, justement, de costumes. Le célèbre bar rue Princesse que tu fréquentes à 10h, non fréquentable, Joseph. Non, franchement, l'Eden Park, en plus, c'est le premier match où il y a 50 000 spectateurs. Tout le monde en parle. Enfin, c'est comme
comme Twickenham, c'est un stade vraiment mythique, ça donne la chair de poule rien que d'en parler. Je pense que n'importe quel joueur de rugby aimerait jouer à l'Eden Park, fouler cette pelouse. Ça a été le théâtre d'affrontements terribles entre la France, la Nouvelle-Zélande, entre les Sud-Africains aussi, les Australiens bien évidemment pendant la Bledisloe Cup. Donc voilà, l'Eden Park, c'est vraiment un lieu sacré du rugby, quoi. Et Donc on voit, c'est extraordinaire. On voit ce bisou. c'est Kirk, C'est Kirk, c'est le David Kirk. capitaine de la Nouvelle-Zélande à ce moment-là. C'est ça. On la perd cette finale, mais elle est tellement exceptionnelle cette Coupe du Monde. La Nouvelle-Zélande la mérite aussi en un sens, forcément. Déjà, ils nous dominent en finale, on va en discuter, mais voilà, c'est chez eux, c'est quand même là aussi la terre du rugby, la Nouvelle-Zélande. Vraiment, c'est exceptionnel. Et puis voilà, on avait une équipe d'un autre monde. Après, clairement. de l'autre côté aussi, il y avait quand même des sacrés bons joueurs. bien John sûr. Kirwan, on se souvient de son essai contre l'Italie où il Ce traverse qui est tout le sûr, c'est terrain. qu'on a les deux meilleures équipes du monde en finale. Oui, mais ça c'est alors, sûr. Largement, sûr. largement. Wheaton aussi, un de mes très bons amis, Hugo Favret, qui joue à Nevers, a joué avec son fils. Non, ouais, Gary franchement, il y a... Alors, on découvre ces joueurs-là et donc Kirk qu'on a vu en photo tout à l'heure, qui est en capitaine. jaune là, qui était capitaine. Il y a Kirwan dont tu as parlé, Wheaton là, donc celui dont tu parles, donc Gary Wheaton, c'est celui C'est qui ça, était le deuxième deuxième ligne, ligne. qui jouait avec Kirwan, son frère. aussi. Exactement. Donc il y avait une très très belle équipe déjà en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, il y a une belle équipe de Nouvelle-Zélande. Il y a un cadre historique exceptionnel. Il y a une ambiance survoltée dans l'Eden Incroyable. Park. On tient 9-0 une bonne partie du match. Et à un moment, voilà, on explose. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment on explose, Alex ? Eh ben, c'est pas sur le terrain en fait qu'on explose. C'est une finale assez étonnante. Effectivement, on est mené que 9-0 à la pause. On se dit c'est quand même pas grand chose. Et pour remettre un petit peu en parallèle, il faut revenir quelques mois avant. On joue la Nouvelle-Zélande à Nantes. On les broie vraiment. C'est All Black à Nantes. Jacques Fourou, qui est sélectionneur de l'équipe de France, c'est quand même un mec de tempérament, hein, ça rigole pas, hein, Jacques Fourou. Les mecs, ils te les cognaient avant de rentrer sur le terrain. Donc quand on a tapé les All Blacks, je peux vous dire que c'était à coup de, on va les détroncher et tout ça. Donc pas mal d'anecdotes sur Fourou, effectivement. oh là là, il y en a Ouais, beaucoup. sacré personne. C'est pas le genre à être tranquille. Et c'est ça non-stop jusqu'en finale. Et en finale, choix incroyable de Jacques Fourou. Il n'a pas du tout le même discours. Il arrive dans le vestiaire et il fait une déclaration d'amour à ses joueurs. Je vous aime. Vous êtes tout pour moi. J'ai que de l'amour pour vous. Voilà. Et là, ça c'est incroyable. On va jouer une finale de Coupe du Monde et tout le monde se met à chialer, quoi. Dans les vestiaires, tout le monde pleure. L'équipe pleure entièrement. Moment d'émotion incroyable. On a deux doigts de rentrer sur le terrain pour jouer une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire que les mecs se rentrent même pas dans la gueule. Ils sont même pas. Non, ils pleurent. On a des mecs, des gaillards. On a vu des monstres, du broca, tout ça. Mais les mecs chialent. Là, sur cette photo, effectivement, on voit ouais. Berbizier, on voit Ménel, on voit Charvet, Immense. on voit Sella. Immense joueur. Et Charvet le disait très bien. Dans le vestiaire, on a tous pleuré, on a tout lâché avant le match. Et on ne s'est jamais rassemblé en se disant on va être champion du monde. C'est ce qui a manqué. C'est ce que raconte aussi Philippe Sella Et dans cette le match, déclaration. on le perd avant le match. Qui dit voilà, après notre fabuleuse demi-finale contre l'Australie, il y avait un sentiment de satisfaction suprême. En finale, on n'avait plus la même approche. Je ne parlerai pas de flottement, mais d'un petit relâchement. Et il n'y a pas eu la même intensité. On était dans un climat de confiance, alors qu'il faut toujours avoir une certaine colère. Et voilà, et Charvet aussi a raconté ça avec des Bien mots sûr. plus crus. Clairement, lui il disait, la finale, on la perd là. Bien sûr, ils la perdent dans le vestiaire, ils pleurent tous, ils lâchent tous leurs émotions avant le match. Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais tout cet influx émotionnel qui te permet de te défoncer sur le terrain, en fait, tu l'as plus. Ouais, tu l'as évacué rincé. avant, en fait. T'as rincé, en fait, on a pleuré, on a vidé nos émotions comme si on avait déjà joué la finale. C'est un comportement qu'on a après une finale. Et ça s'appelle jouer une finale avant de la jouer. Et sur le terrain, on tient une mi-temps. Une mi-temps, on fait vraiment un jeu égal. Et puis après, voilà, c'est ce qui nous manque. Parce que le rugby, on l'a. Mais dans la tête, ça marche plus. Et après, du coup, on va peut-être revoir cette équipe de France où on a des noms qui aujourd'hui encore sont très importants dans le rugby d'aujourd'hui, dans le rugby français d'aujourd'hui. C'est la base du rugby français en fait. Toute cette génération qui va poursuivre ces gens-là et tous les grands joueurs qu'on voit ici à C'est l'écran. ça, Lagisquier a fait les beaux jours du Biarritz Olympique, hein, avec nombreux titres de champion de France. De l'équipe Euh,
de l'équipe de France aussi. Herbani, bon, maintenant on a le fils qui est du côté de Pau. Dubroca, Garué, tout ça, c'est des noms vraiment très connus C'est là, et mythiques. Blanco. C'est là qui est encore manager à Agen. Charvet qui fait le clown à RMC. Mais non, enfin, franchement, ouais, c'est que des beaux noms et c'est nos glorieux anciens, comme on pourrait le dire. Ouais. Et Dubroca qui était capitaine de cette équipe qu'on ne connaît pas forcément comme ça quand on est un néophyte, mais qui était un grand monsieur du rugby, Dubroca. C'était un vrai leader, Dubroca. Il portait vraiment la pression aussi sur les épaules parce que il faut savoir quand même que cette équipe de France, elle a la pression quand elle va en Nouvelle-Zélande et en Australie parce que c'était une co-organisation. Je peux vous dire que les médias français étaient persuadés que la France allait au moins jouer une finale. Ouais. Et probablement la gagner, cette finale. Albert Ferraz, quand il part là-bas avec la Coupe du Monde dans les mains, il imagine, il en rêve de tout cœur de la donner à Dubroca. Il la donne finalement à David Kirk, mais il y a une pression immense et j'ai presque envie de dire que le rugby français a basculé comme un sport ultra majeur en France à partir de cette Coupe du Monde 87 où peut-être plus que jamais les médias ont mis de l'espoir sur cette équipe de France à juste titre. Il a manqué une mi-temps, mais sinon on avait quand même une immense équipe. Et puis il y a des joueurs, je veux parler de Blanco, son essai aussi, c'est des joueurs qui nous ont fait rêver par leur chevauchée, par leurs exploits en fait, parce que c'était du jamais vu de mettre des essais de 40 mètres, traverser le terrain, passer entre 3, 4, 5 joueurs, donc ça faisait rêver toute une génération en fait. Et ça a été les premiers matchs aussi en couleur, ouais, non, ça a permis vraiment d'égayer ce sport et de le mettre... alors, on ne sera jamais au même niveau que le football, mais en tout cas, vraiment remonter et de passer devant d'autres sports, en tout cas. Voilà, si vous avez envie de revoir cette finale 87, moi je l'ai re-regardée, je me suis refait ce plaisir-là. Vous tapez, elle est disponible en entier et vous allez voir une ambiance incroyable. Bon, évidemment, c'est un peu flou, etc. Voilà, c'était avec les caméras du temps, mais on découvre un autre rugby. Je me suis régalé. Voilà, c'est les touches, par exemple. Il n'y a pas de lift. Il n'y a pas de lift. L'ouvreur, tu lui ramènes un sac de terre, un pot en terre. L'ouvreur prend de la terre et fait une motte. Ah, c'est énorme. Et la pause, ben voilà, c'est ce qu'on fait, ce qu'on faisait nous dans le jardin quand on jouait un peu au rugby. En fait. Ouais, voilà. Il y avait un côté artisanal, mais en même temps, c'est Blanco, c'est là. On posait aussi la première pièce du professionnalisme d'aujourd'hui. Ouais, ça viendra bien après. Bien après, mais je trouve que dans l'attitude, même déjà, les mecs quand même commençaient à vraiment prendre soin d'eux-mêmes. C'était des mecs quand même qui commençaient à tailler, et c'était vraiment l'arrivée dans le nouveau rugby, dans le rugby moderne. Donc voilà, cette génération, cette très grande génération qui n'a pas été couronnée finalement du premier succès en Coupe du Monde, mais qui restera évidemment dans les mémoires. On part 12 ans après, à la Coupe du Monde 1999. On perd contre l'Australie. On est encore en finale parce qu'il faut dire que tous les 12 ans, en fait, on se retrouve en finale, Alex. Ben ouais, 87, 99, finale. 99, 2011, finale. 2011, 2019, pas finale. Donc voilà. 2011, 2023, finale. Peut-être. Eh ouais, attends. Peut-être. Ça peut annoncer quelque chose de très, très intéressant. Ouais. Donc voilà, bon. Même stade de compétition que 12 ans avant. Malheureusement, même issue, on perd 35-12 contre l'Australie. On voit notre case où il n'y a pas d'essai. Et ça, on peut le dire, Alex, que c'était très étonnant. On ne s'y attendait pas parce que l'équipe de France arrivait très, très fort en finale. Ah bah c'est clair, on roule sur tout le monde. Dans cette Coupe du Monde, on est en mode non, je partage pas, je t'humilie. Et excuse-moi, ça fait presque bizarre d'entendre ça de nos jours. Ouais, c'était plutôt excuse-moi, je passe avec le ballon. Tu vois, c'était je vais marquer, laisse-moi tranquille. Tu vois, c'était un peu ça. Bon, on a une phase de poule quand même qui est très simple. On a Fidji, Canada, Namibie. Donc bon, des nations pas très majeures. Ah ouais, là on est, on met un certain nombre de points, un certain nombre d'essais. Ouais, on est bien. Franchement, on met 33 à 20 au Canada, bon ça va. 47 à 13 à la Namibie, tranquille. Et puis on met 28-19 au Fidji, mais on se dit l'équipe de France, elle joue trop facile, il n'y a pas assez d'adversité en phase finale, ça va coincer. Que dalle. On joue l'Argentine à Dublin, 47-26, comme ça. Après, on joue la Nouvelle-Zélande, 43-31, et on va en parler. On arrive en finale, on a 39,6 points inscrits par match, 4,4 essais, mais un secteur offensif monstrueux. Et en finale, on marque 0 essai, on marque 12 points, parce qu'on tombe sur une équipe australienne qui, en fait, est la plus professionnelle de cette époque.
Incroyable, une équipe, on va dire, scientifique, parce que donc les Australiens commencent à vraiment calculer tout ce qu'ils font. C'est vraiment on pourrait dire l'ancêtre des GPS maintenant. On sait qu'il y a beaucoup de data dans le rugby, mais à l'époque, ils avaient déjà commencé à tout calculer. Et enfin, ça part de tout, de la masse grasse des mecs, au nombre de kilomètres parcourus, etc. Et c'était vraiment la première Dream Team, on peut dire, des joueurs incroyables. Moi, j'ai en mémoire cet essai de Bentune, un ailier bodybuildé, super costaud qui remplace, qui est plutôt percute tout le monde sur son passage, qui marque en force. Non, c'était vraiment incroyable. Que des bons joueurs, Matthew Burke évidemment. On a l'Australie 99. C'est vrai que quand on la regarde, il y a un certain nombre de noms, et notamment en charnière. Ah bah. Voilà, c'est l'Arkham Gregan. Est-ce L'une que des vous meilleures pouvez de me parler l'histoire quand du même de cette charnière pour ceux peut-être qui ne l'ont pas connue? L'Arkham Gregan. Enfin, il faut se rendre compte de cette charnière. J'ai eu la chance dans ma vie de voir jouer Georges Gregan quand il jouait à Toulon. C'était même à 35 ans, c'était d'une beauté mais extraordinaire sur le terrain. Enfin, cette charnière, en fait, elle était tellement parfaite. Bon, je le nomme pas trop, mais John Hills, le deuxième ligne, c'était un joueur d'un autre monde aussi. Élégant aussi. Capitaine buteur, hein. Deuxième ligne qui est capable de buter. Hein. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Mm. Et il y a Thune dont tu parlais aussi. Bentune, Mais attendez, de l'autre côté, il y avait Jorov qui est passé par Biarritz, Donc, il y a- Matthew Burke, la paire de centre. Enfin, Non, mais il a raison. Il a totalement raison, Yam, en disant qu'on a une équipe scientifique. Ces mecs-là, ils savaient que s'ils jouaient sur l'aile, je sais pas, de Dominici sur un ballon haut, il y avait tant de pourcents de chances qu'ils fassent un en avant, tant de pourcents de chances qu'ils récupèrent bien le ballon. tout Les était mecs, calculé. et pourtant on avait nous-mêmes, alors certes ils avaient des Gregan, etc., mais on avait nous-mêmes une Non, mais- très belle équipe aussi. Bien sûr, mais on n'était pas du tout dans le même rugby. Ces deux mondes qui se sont affrontés en finale. On a l'Australie qui calculait tout. Tout était scientifique. On était au pourcentage, au gramme près. Enfin, tout était ultra pro. Et puis on avait une équipe de France une Marchait au équipe flair. d'instinct, de flair, mais magnifique, hein, incroyable. Mais Bah, en finale, impossible. Le trio arrière, déjà, Garbajosa, Dominici, Bernatsal, des finisseurs hors pair, mais qui ont été complètement cadenassés en fait. Mais justement, la paire de centres Oran, Herbert a fermé le milieu de terrain et ils ont eu pratiquement aucun ballon. Ils n'ont pas pu s'exprimer en fait. Et ça a été là pour moi la clé du match Bien sûr. en 99. Et rendez-vous compte, on a quelques jours de la finale, et il y a le sélectionneur australien Rod McQueen, le sélectionneur des Wallabies, dans le plus grand des calmes, qui annonce très clairement qu'il a largement les capacités de faire gagner son équipe. Voilà, il dit on va s'appliquer à bien jouer dans notre jeu et sans se soucier des mouvements imprévisibles des Français. La seule chose qui peut nous faire perdre, c'est nous. Il est en confiance quand même. Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu orgueilleux ou très très fiers les Australiens? Non, mais il a l'air serein en tout cas. Ouais, mais non, mais le pire, c'est que, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Jamais la France a rivalisé. Alors, le match a été serré longtemps. Il y a eu 12-6 à la pause. Hein, il faut quand même le rappeler, mais très clairement, cette équipe d'Australie, elle était sûre de sa force. Et moi, j'entends toujours des gens dire l'Australie, c'est beau, ça va vite. Ah ouais, alors ça, c'est clair. Hein, entre deux Coupes du Monde, ça envoie tout à l'aile, ça joue beaucoup. Bah, alors en Coupe du Monde, ça rigole plus du tout. C'est super pragmatique. Ah, mais en Coupe du Exactement. Monde, c'est grosse défense, c'est énorme buteur. Et on va à l'aile, on joue si on a envie, si on peut. Mais c'est tout quoi. Il faut savoir quand même que c'est une équipe quand même assez pragmatique, l'Australie. Et ça c'est historique maintenant depuis de nombreuses années. Comment on a perdu ce match, Yam? On le perd 35-12, on met pas d'essai, la maison on met 4 pénalités et on prend 2 essais par Thune et Finnegan, tu en parlais. Comment on a fait pour perdre ce match? Déjà, ils nous ont vraiment contenus. Donc, on n'a pas pu écarter les ballons, ce qui a fait notre force. Par exemple, contre la Nouvelle-Zélande, les contre-attaques, ce genre de choses, ça a été complètement fermé. Eux, ils ont été très pragmatiques. Dès que Matthew Burke a eu l'opportunité de mettre 3 points, il a tout enquillé au pied. Il met 7 pénalités. C'est énorme. En finale, avec la 60%. pression, avec l'enjeu et tout, mettre cette pénalité, et en plus, il a enquillé vraiment de partout du terrain. Donc, incroyable. Les ailiers aussi en force. Bentune, c'était le premier essai, le premier ailier qui devait être à 90 kg pour l'époque. Ouais. C'est énorme. C'est vrai. Vraiment buteur
bodybuildé. Il me faisait penser à Lotte Tukieri par le passé ou Wendell Saylor, par exemple. C'est des mecs vraiment charpentés. Et nous, on n'était pas prêts. Dominici, ça devait être 1m70. Bernatza, il devait faire 75 kilos. Voilà, il n'y a pas le même rapport de force, tu vois. Parce que eux, ils étaient prêts, ils étaient En fait, calculés. c'était déjà dans- C'est ça qui était impressionnant. Voilà, ils étaient C'est déjà- vrai qu'on en parlait avant l'émission, Alex. Tu me disais que cette finale marque un véritable changement dans le monde du rugby C'est ça. globalement. Bah, amateur, professionnel. Pour moi, 99, vous tournez une page et on arrive dans le rugby pro. La France découvre, on va dire, on dit souvent que que la première division bascule dans le professionnel vers 99-2000. C'est ça, en fait. Sauf que l'Australie était déjà. Voilà, eux, ils étaient en Ils étaient 96 déjà. C'est ça. Après la Coupe du Monde, justement, 95 qu'ils ont raté, ils se sont posés les bonnes questions. Et du coup, ils s'y sont mis vraiment à la préparation physique, à calculer les choses, le jeu, en fait, tout simplement. Et voilà, on le voit. Pourquoi tu passes de 12 à 6 à la mi-temps et tu 35. prends presque 35-12 après? Il y a une équipe qui a plus du tout marqué et l'autre qui a mis le double de points. C'est qu'au bout d'un moment, physiquement, ça a pêché. Ils ont accéléré et même ils mettent un essai 86e minute. Ouais, Finnegan. 6 minutes d'arrêt de jeu. Ouais. Et il y a quand même un essai derrière, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de tenir tout le match et 6 minutes de plus. Franchement, c'est énorme. Donc Mais Il faut impressionnant. En 2-3 mots, il y a une raison très simple. Pourquoi l'Australie a basculé dans le professionnalisme avant tout le monde? C'est parce que le rugby à 15 n'était déjà pas majeur en Australie. Il y avait le football australien devant, le rugby à 13. Le footy. Voilà, le footy et le rugby à 13 qui étaient devant. Il faut savoir que le rugby à 15 n'est toujours pas majeur en Australie. C'est le 3e sport. Voilà, il faut quand même le savoir. Donc, pour essayer de toujours s'adapter et surtout d'être attractif aux yeux des Australiens, ils se sont inspirés du footy, du football australien et du rugby à 13. Et le rugby à 13 était déjà très très scientifique à l'époque. Et c'est tout simplement qu'ils ont basculé vers ça. On le voit encore aujourd'hui, par exemple, Israël Follo, l'arrière, c'est un exemple même parce qu'il est très aérien, il est très puissant parce qu'il est passé par le 13 et le footy aussi. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont essayé, qui sont venus à 13 et qui sont passés par le 15. La Nouvelle-Zélande aussi l'a fait, les Anglais aussi avec Sam Burgess par exemple. Jason Robinson aussi, l'arrière, est Exact. passé par le 13 avant de venir à 15. Ouais. Et c'est des sports qui étaient professionnels avant le nôtre en fait. Mm. Et donc, Exactement. du coup, ils sont venus avec non pas leurs dérives, mais leurs forces. Et ça, c'est super intéressant. Et la France jouait contre une équipe professionnelle, mais elle ne l'était pas encore. Elle ne l'était pas encore et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'il en reste de cette équipe de France dans les mémoires des Français. Voilà, par exemple, Titou Lamaison, lui, dit que sur le moment, la défaite en finale était plus douloureuse que la joie d'avoir battu les Blacks. Nous nous étions donné les moyens de jouer une finale, d'être champion du monde et le fait de ne pas avoir pu ou su la préparer comme il aurait fallu nous a laissé des regrets. Avec le temps, il reste 7 demi contre les Blacks. Est-ce que c'est la même chose dans vos mémoires? 100%. Quoique, moi, j'ai toujours cette finale évidemment contre l'Australie, mais je suis un gars optimiste. Et cette C'est-à-dire demi-finale face aux All Blacks, c'est pour moi, et je me mouille, le plus beau match de l'histoire de l'équipe de France. En 100 ans d'équipe de France, c'est le plus beau match pour moi. Et donc cette équipe-là reste via ce Ça. souvenir-là aussi. Voilà, Incroyable. c'est un match historique. Franchement, cette remontada, comme on pourrait l'appeler. Ça, c'est un tas de par contre. Voilà. Non, mais, Est-ce que tu peux l'expliquer rapidement quand même cette remontada pour ceux qui n'ont pas vu le match? en fait, il y a deux matchs. Quoi. Il y a une Il y a première 17 mi-temps à la pause pour les NOZ. pour les Néo-Zélandais qui nous roulent dessus. John Alomou, il met un essai incroyable où il récupère la balle dans les tibias. La Il maison, se relève, que- il fait un raffio 8 Christophe Juillet, il bouscule Ntamak, Gerbajosa, Dourte. Monstrueux, c'est l'essai le plus insolent que j'ai Non, vu mais de ma c'est vie. incroyable. Le mec, il a resté. Non, mais il est incroyable. Il est roulé sur 6. Non, mais c'est incroyable. Donc là, on se dit, mais on va en prendre 70. Et au final, on trouve ce supplément d'âme. On arrive à se révéler. Et là, d'un coup, on passe la surmultiplier. Il y a cet exploit personnel, coup de pied par-dessus de Galtier. Dominici qui a le bon rebond de chance. 50e qui va marquer. minute, ouais. T'as Magne aussi qui fait une super chevauchée. T'as Dourte 4 minutes après. Énorme essai aussi. Voilà, coup de pied de la maison derrière. Enfin, là, on avait l'impression que c'était de la poésie, c'était du théâtre. Tout était récité, c'était élégant. C'était le French flair, c'était magnifique. Ce qui est Vraiment. drôle, c'est que ça avait un côté très propre, très léché.
alors qu'en fait c'est que de l'instinct. J'ai Voilà, c'est ça. Je sais C'était pas faudrait demander d'ailleurs, mais à Dominici ou à tout Dours, ce mais qu'ils je suis pas vont sûr qu'il y ait tenter. beaucoup de combinaisons dans l'histoire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en première mi-temps, ils réussissent rien du c'est tout. du Et en rugby deuxième plaisir, mi-temps, tout ce qu'ils tentent, ça marche. Ça marche. Et c'est beau, c'est magnifique. C'est ça qu'on en garde, c'est ce côté French flair. Est-ce que depuis ça existait de nouveau? Peut-être 2007, c'est difficile de le dire, mais Mais c'était pas le même match. Enfin, c'était beaucoup Mais- plus cadenassé. mais en c'était- 80 On aime bien arriver comme ça avec un truc en plus, un mais- truc concret mais en comme ça. 99, ça pue le French flair, Ouais. même si cette expression est un peu bizarre, mais c'est vraiment le rugby français pour On moi. aurait dit quoi. un ballet un peu vraiment. C'était Je pense que incroyable. C'était incroyable. Mais par contre, on n'a jamais revu ça. Ouais. Voilà, malheureusement, on l'a jamais revu, mais on a quand même revu une dernière finale. Une dernière finale 12 ans après. Donc, on ressaute dans le temps 12 ans après une Aïe, nouvelle aïe, fois. aïe, aïe, aïe. On arrive en 2011. C'est peut-être celle qui nous laisse le goût le plus amer au fond de la gorge. Voilà, il y a un nom qui revient, c'est Craig Joubert. On va en parler à la fin. Pour moi, Mais c'est voilà. Voldemort, hein, faut pas Voilà, exactement. C'est comme Voldemort. Concentre-nous d'abord sur le score final. 8-7, une toute petite finale en termes de score. On prend un essai de Woodcock. Derrière, on marque un essai via du sautoir, un superbe essai transformé par Trinduc. Voilà, et derrière, juste avant, on prend une pénalité de Donald, une pénalité qui est très contestée. Alors, Alex, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que voilà, l'équipe de France arrivait dans un drôle d'état. Ça veut dire quoi, un drôle d'état? Bah dans le mien, j'étais à peu près dans. Moi aussi, j'étais dans un drôle d'état après la finale. J'étais complètement alcoolisé. Elle n'était pas bourrée, l'équipe. Ouais, elle était pas. Mais moi, en tout cas, j'avais l'âge d'être alcoolisé et je peux te dire que j'ai noyé mon sac dans l'alcool. Enfin bon. Du coup, avant. Bah en fait, on arrive en Nouvelle-Zélande en 2011 dans un drôle d'état. C'est vraiment pour moi l'expression. On a une équipe quand même monstrueuse sur le papier. J'ai rien à dire. Alors, regardez ça. Une équipe énorme. Et on a une équipe. Il y a du Harry Nordoki, il y a du Zardzeski qu'on voit. Il y a Yash. Il y a Il Yashvili. y a même du Barcella. Ouais. Voilà, non mais c'est À l'époque, c'était là. Oui, mais c'est pas celui auquel on pense. Non, mais je le vois avec c'est un un enfoiré. manteau magnifique, mais Mais ouais. Non, mais à l'époque, il était bon celui-là. C'est vrai, il on a une était très équipe bon. énorme, des joueurs énormes, qui va pas trop avec le staff. Voilà, il y a des frictions. On est sur un tournoi de destination qui est correct en 2011. Hein. On va gagner quand même en Irlande, on fait deuxième. Mais il y a des défaites contre l'Italie qui arrivent, Ouais. historiques. Ouais, Ça, c'est perd incroyable. 2-21 contre l'Italie, mais À Rome. à Rome, effectivement, on perd aussi contre l'Angleterre. Mais un an avant, on fait grand chelem quand même, tu vois, avec plus ou moins la même équipe. Hein, d'ailleurs. Oui, il y avait déjà l'ossature. À l'époque, j'ai pas la sensation qu'on ait beaucoup de turnover dans l'équipe de France. On rappelle souvent les mêmes. Palisson, tiens, je t'avais oublié. C'est vrai, Palisson était un ouais. titulaire. Et puis il y a une charnière qui est en place, un para Trinduc, ils ont joué 90% de tous les matchs, tu vois, donc il y a de la cohérence dans ce qu'ils font, enfin c'est intéressant. Et l'équipe de France, pour moi, elle arrive vraiment super, quoi. Enfin, on tape l'Irlande à domicile en match amical. On va gagner en Irlande dans le deuxième match amical. On se dit incroyable. On arrive fort, quoi. On arrive trop fort et en plus. Et ça, c'est une donnée importante. À l'époque, le top 14, il a son apogée. Mais alors, très, très, très clairement, c'est le meilleur championnat du monde à l'époque. Hein, je précise le à l'époque. Je me suis amusé à regarder un petit peu ça. Le nombre de joueurs appelés à la Coupe du Monde par club. Toulouse, c'est 14, hein, c'est record. Hein, qui est partagé avec le Leinster et avec le Podmo Skovie, mais c'est un club russe, comme c'est le seul club à l'époque. Nazdarovia. 13 joueurs, Clermont. 12 joueurs Montpellier, 10 joueurs le Stade français Paris. Voilà, ça veut dire que quand même on a 4 équipes françaises qui amènent le plus de joueurs vers la Coupe du Monde, donc des joueurs aussi étrangers hein, bien évidemment, mais ça montre que la concentration de stars à l'échelle mondiale, elle est en France. Et ça c'est très important parce que du coup on est habitué à affronter ces joueurs de très très haut niveau. On arrive à la Coupe du Monde, on se dit on a les joueurs, on a l'affrontement, le staff un peu moins, mais ça va le faire. Et là, on fait la pire phase de poule de notre histoire. On fait la pire phase de poule. Voilà, est-ce que tu peux la raconter? Ben ouais, on perd contre le Tonga notamment. On a Nouvelle-Zélande, Tonga, Canada, Japon. On se dit. On perd contre la Nouvelle-Zélande, bon c'était à la limite prévu, tu vois, ça choque personne. Mais après, on perd contre le Tonga. Et là, on se dit, ça se trouve, on va même pas passer, on va se faire éliminer en phase de poule. Donc, historique. On arrive miraculeusement à se qualifier. Mais là, par contre, il n'y a aucun espoir, quoi. On se dit, mais c'est fini. En plus, on tombe contre les Anglais en quart. Donc là, tu te dis qui, eux, ont dominé leur phase de poule parce qu'ils sont sortis premiers de leur poule. Easy. Invaincus, easy. Alors que nous, on finit deuxième ric-rac. Ouais. Donc, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est fini, on se fait sortir en quart. Et il y a une bascule.
les joueurs envoient bouler le staff, on prend les choses en main, on se prend en main. Voilà, ça c'est c'est les joueurs emmenés Et par. donc on arrive en finale. Et sur cette finale, le premier fait historique dont on est obligé de parler, on a commencé à voir les vidéos, c'est le haka néo-zélandais auquel on répond avec un V. Alors est-ce que vous pouvez peut-être raconter ce qui s'est passé avec ce haka et ce V incroyable? Bah déjà je pense que c'est le. Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais c'est le plus beau contre-haka. La plus belle réponse. Ouais, la plus belle réponse, je trouve, de l'histoire du rugby. Parce qu'il faut dire que donc il y a deux versions du haka. Il y a le kamaté, le traditionnel, et le kapa au pongo, beaucoup plus guerrier. Ouais. Et celui-là, il envoie vraiment du bois. Voilà. Celui auquel, à la fin, il se tranche la gorge. Exactement. Ok. Quand ils font ça, ça me fout les nerfs. Ouais. Et ça me fout bien les Avec nerfs. beaucoup d'Iliens et de Maoris dans cette équipe qui font vraiment passer des messages. Ah mais très clair. Et d'ailleurs, c'est parce que la France savait que la Nouvelle-Zélande allait utiliser le kapa au pongo qu'ils se sont dit on va devoir organiser une réponse. Alors, on a étudié plusieurs choses. C'est fou ça. La danse des canards a été étudiée. C'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. On a failli faire la danse des canards. Montre-nous, Joseph. Non, mais on a J'ai un peu mal au genou là, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Ouais. Et puis en plus, Yam s'est claqué, donc comme ça, c'est parfait. C'est vrai. Donc la danse des canards, bon, ils se sont quand même dit, on va pas déconner, on va pas faire ça. Hein, bon. On va quand même respecter un peu le rugby. Et finalement, ils font ce V de victoire, hein, quand même, je le précise. Ce V de victoire, et ils doivent être entre 10 et 15 mètres des Néo-Zélandais sur ce haka. Rien n'est calculé, hein. Personne ne dit on va devant, on s'approche, non. Mais au moment de ce kapa au pongo, les joueurs se fixent, se regardent et mécaniquement ils avancent tous, les Français. Ils avancent. Et pour la première fois dans le match, et peut-être depuis de nombreuses années, la Nouvelle-Zélande vacille déjà dans son propre haka où il y a des regards qui sont portés sur les Français un peu interrogatifs. Ils sortent un peu de leur haka, ce qui est quand même assez drôle, mais parce que c'est un truc, notamment le kapa au pongo, on est quand même proche de la transe. On est vraiment habité par le truc. Et non, on a des regards sur les Français, on s'étonne de les voir approcher. Et le premier match, le premier combat, il est gagné par l'équipe de France avec ce V et Dark Destroyer derrière toi, Joseph, Qui est bien caché par ta tête, hein, d'ailleurs. Exactement, qui est là. Voilà, le numéro 6 numéro qui était en tête de ce V. Quel capitaine, voilà. Donc on a un premier combat qui est remporté, mais Yam, est-ce que ce haka a eu un impact sur la finale et sur le jeu après le coup de sifflet qui a commencé le match? Mais il y a Pascal Papé qui disait que notamment Pierre Wigpou lors du haka était un peu déstabilisé. C'est lui qui mène le haka. c'est lui C'est qui lui qui lance. mène le haka, voilà. Et donc c'est celui qui était debout à l'image. Et notamment il fait une finale de merde. Et il est sorti très rapidement. Donc ça a quand même dû jouer. Et puis le score, justement, on pourrait... 8-7, c'est un tout petit 8-7, score. c'est vraiment tout petit score. Et donc, Il sort à la 50e, Pierre Wipou. alors que c'est le numéro 9, c'est un meneur de jeu, surtout lui en plus. Donc tu te dis que quand même déjà le pré-match est remporté par les Français. Après, par contre, bon, il y a eu un petit fait de jeu. Mais allons dessus, moi ça me va très bien. On peut y aller dans ce sens-là avec Craig Joubert et donc cette pénalité. Est-ce que tu peux expliquer, Yam, ce qui s'est passé en gros avec Craig Joubert, Alors c'est toujours... l'arbitre du match? c'est l'arbitre du match. C'est toujours assez délicat de taper sur un arbitre. Non, mais là, déjà, la première franchement... chose à dire, jamais un arbitre, et c'est pas parce qu'on est français, hein, ça vient pas seulement de la France. Hein, Non, c'est tout du le monde l'a dit, entier, ouais. Du monde du rugby, dans son ensemble, jamais un arbitre a été autant critiqué. Et controversé. Mais alors qu'est-ce qu'il a fait concrètement en fait, pendant ce match-là? Il y a beaucoup de décisions qu'il a prises qui étaient contre le sens des règles même du jeu. On sait que Richie Mako, le numéro 7, le capitaine emblématique néo-zélandais, passait son temps à traîner dans les rucks pour ralentir les sorties de balles, ces choses de choses. Et ça, c'est pénalisable. Il n'a jamais été pénalisé du match. Il y a des fois, il talonne la balle à la main et tout, mais c'est Tombe sur flagrant. le ballon, bizarrement. Il tombe sur le ballon, donc du coup, tu perds une seconde ou deux, mais ça permet d'annuler un surnombre en bout de ligne ou des choses comme On ça. le voit là, l'accrocheur Richie Mako et l'emblématique capitaine. Après, c'est son jeu, il est truqueur, il met... Il est fort, quoi. Non, il est très fort. Mais là c'était vraiment abusé. Et d'ailleurs, il y a une vidéo où il y a quelqu'un qui s'est amusé à reprendre toutes les actions que Mako fait. Ouais. Mais c'est incroyable. Donc il y a eu plein de faits de jeu comme
ça. Il y a eu une pénalité aussi de Stéphane Denald qui est plus que controversée parce qu'on ne sait toujours pas à l'heure d'aujourd'hui si elle est passée ou pas. Donc ça, c'est quand même incroyable avec les moyens technologiques qu'on a, genre la vidéo, qu'ils aient pu oublier ça. Non, enfin, l'arbitre a eu une part prépondérante, en tout cas dans la victoire ou la défaite de ce match. Moi, j'ai une scène qui me hante encore aujourd'hui. J'ai le souvenir de Kieran Reid. Il y a un regroupement. Kieran Reid vient donc du camp français, vient se replacer dans son camp, et on a Morgan Parra qui fait une passe, et Kieran Reid prend le ballon, et l'arbitre dit non, il se replace. Soit. Petit hors-jeu. 5 minutes après, c'est Morgan Parra qui revient du camp néo-zélandais, qui se replace vers le camp français, et il gêne une transmission, pénalité contre la France. Pour exactement la même chose, et la France est pénalisée, et ça a été en fait le début D'une frustration. Oui, Je pense que les bien joueurs, sûr. ils devaient être fous sur le terrain, c'est pas possible. Moi, Incroyable. pour le voir match tous les de week-ends en fédéral, franchement, quand l'arbitre il est pas bon, alors oui, nous aussi on n'est pas bon, mais quand l'arbitre il est pas bon, ça devient vraiment très compliqué de gagner un match. Est-ce que c'est la seule raison de la défaite de l'équipe de France? Non, il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, tu peux pas jouer, quoi. C'est incroyable. Et le pire, c'est que c'est vraiment flagrant. C'est pas comme si c'est des petites fautes subtiles. Ah, là, c'est abusé. Le mec, il est dans ton camp. Le mec, il traîne sur la balle, il empêche de la sortir. Enfin, c'était vraiment abusé. Je pense que tous les Français et les amoureux du rugby étaient fous devant leur télé. Vraiment, c'était incroyable. Ça, je peux te le confirmer. Et puis Craig Joubert, c'est un gars qui en plus parle, quoi. Enfin, franchement, tu fais un truc comme ça, tu te tais, En plus, même sur les déclarations après le match, lui il dit qu'il a fait son autocritique. Tu vas traîner tes brebis au fin fond de l'Afrique du Sud et tu la fermes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on a une déclat de Craig Joubert qui a été interviewé, qui n'avait pas grosse eu peur. autocritique. Voilà, qui a dit: j'ai fait mon autocritique, je ne suis pas parfait, il y a des choses que j'aurais fait différemment. Lorsqu'on se retrouve dans une finale mondiale aussi serrée pendant 30 minutes, chaque décision, chaque oubli est soumis à la critique. On peut en avoir peur ou l'accepter, mais j'adore être dans cette arène, donc je l'accepte aussi. En gros, il a fait son autocritique, il n'est pas parfait, mais il assume. Et voilà, me faites pas chier. Moi, j'étais heureux d'être là, j'adore ça, et j'ai fait comme ça et j'ai pas fait autrement. Ouais, mais il a quand même dit aussi: j'ai dû prendre des décisions avec une pression du public qui était difficile à gérer. Si c'était à refaire, je referais les choses différemment quand même. Et ça, c'est grave. Mais ça, c'est grave de dire ça. Parce qu'il dit quand même ouvertement qu'il a fait des erreurs et qu'il a été surtout que ces décisions ont été influencées par le public. Donc on se pose la question, si la finale elle est au Stade de France, on la gagne alors du coup ou quoi? Ouais, ça nous arrive jamais. Parce que là on est quand même en 2011, les arbitres sont professionnels, surtout les arbitres internationaux du standing de M. Joubert. Donc du coup, voilà, ce genre d'élément ne doit pas rentrer en ligne de compte. Comment un public peut t'influencer dans tes décisions? Moi je comprends pas. Et c'est pas normal. Là, bon, évidemment tu peux pas porter réclamation, mais c'est incroyable, c'est impensable, tu vois. Et là pour le coup, français, on s'est vraiment fait léser et c'est très très frustrant. J'en ai encore les boules, tu vois. En dehors de l'arbitrage, il y a quand même eu des marqueurs forts dans cette Coupe du Monde et notamment dans cette finale. Déjà, l'essai de Woodcock, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une combinaison en touche. Ouais, qui est magnifique d'ailleurs. Et qui est très belle. Et d'ailleurs, maintenant, on le voit assez souvent. Je trouve que c'est peut-être aussi marqué un souvenir dans les combinaisons en touche, dans le jeu directement sur une touche, parce qu'on ne le voyait jamais avant. Et maintenant, on le voit quand même assez souvent. Les équipes qui essaient de... Je crois que c'est un saut milieu de bloc. Une feinte de saut devant. Donc du coup, le premier bloc se rapproche du lanceur. C'est lancé court. Et le deuxième bloc se recule. Et on lance entre les deux dans le trou, en fait. Magnifique. Donc les deux blocs de saut, donc 3 joueurs se décalent. Ça laisse un trou au milieu. Et c'est par là que le pilier est passé en fait. Et franchement, ça c'est super bien joué. Par contre, respect parce que c'est du travail. C'est pas Monsieur Joubert. Hein. Si certains ont oublié à quoi ressemblait l'équipe de Nouvelle-Zélande qu'on voit dans mon dos qui soulève la coupe, on a l'équipe qui était en place, qui était titulaire, sans oublier les remplaçants, parce que si on veut montrer en plus le banc des remplaçants, on n'en sortirait pas. Voilà, on a dit McCo, une troisième ligne incroyable avec Reid et Keno. La meilleure du monde. Hein. Et donc surtout une équipe qui fait le doublé aussi, Alex. Oui, bien sûr. Non, mais cette équipe de Nouvelle-Zélande. La même ossature ou presque d'ailleurs. Parce que la troisième ligne était la même, mais Alamou était encore là. Whitelock avait 21 ans en 2011, mais il est encore là et c'est l'un des meilleurs spécialistes du poste actuellement. Nounou, je suis sûr qu'il fera. Nounou Smith, vous vous rendez compte? Nounou Conrad Smith, incroyable. Israël Dag aussi. C'est sûr que. En gros, on a toujours eu, pour conclure sur cette émission, j'ai l'impression qu'il nous manque un truc.
il nous manque un truc, mais sur quelle finale est-ce que vous avez eu l'impression que le 15 de France était le plus proche du sacre? Étonnamment, celle-ci. Celle-ci. Ouais, et pour une raison très simple, et c'est un petit peu controversé ce que je vais dire, je vais revenir sur les mots de Marc Lièvremont. On gagne la demi-finale à, Le 15 Pays de Galles à contre, 14. à 15 contre 14 parce que Samuel Warburton prend un rouge sur un plaquage 4 sur Vincent Clerc. C'est si je ça, me souviens bien. exactement. Et là, on devrait tous être heureux, tu vois. Et on la gagne ric-rac quand même cette demi. Et là, Marc Lièvremont, tranquillement, un sélectionneur, il dit: je leur ai dit que ce que je pensais d'eux à la fin du match, à savoir que c'était une bande de sales gosses individualistes, désobéissants, égoïstes parfois, toujours à se plaindre, toujours à râler, qu'ils me les cassaient depuis 4 ans, mais qu'en même temps, on est en finale et qu'il faut croire en son destin, croire à l'irrationnel au vu de la demi-finale. Et ce côté frondeur de cette équipe de France, je parle des joueurs, c'est peut-être en fait finalement la plus grande force de cette équipe de France. Et C'est très français en même temps. De Bah, pas accepter, déjà- d'être tout le temps dans la rébellion, la Vous contestation. voyez, en 87, on dit que Jacques Fouroux a manqué de tempérament, Que le groupe a pris Voilà. le dessus sur lui peut-être. mais non, justement que le groupe n'a pas réussi à s'émuler tout seul. Il attendait quelque chose de Jacques Fouroux qu'il ne lui a pas donné. D'accord. En, ok. 99, ça fonctionne pas aussi. Le groupe ne porte pas aussi, voilà, le poids de la pression d'une finale sur ses épaules. Et en 2011, on l'a ça. C'est-à-dire qu'en 2011, on a des joueurs qui se disent, excusez-moi du terme, mais rien à foutre du staff. Marc Lièvremont, de toute façon, il dégage. On s'en fout. Maintenant, on va faire confiance à des mecs comme Lionel Nallet, comme Pascal Papé, comme Thierry Dussautoir, capitaine, Servat. et on va aller chercher un truc. Voilà. Pour toi aussi, Yam, c'est le moment où on a été le plus proche pour terminer. Bah déjà rien que par le fait du score, mais oui, c'est vrai que pendant cette finale, les Néo-Zélandais, ils nous ont pas trop posé de problème, hein. Donc on pouvait se dire vraiment c'était jouable. Il y a une pénalité de Trinduc en fin de match aussi qui loupe. Ouais, non, il y a Rougerie aussi qui se fait arrêter à 2-3 mètres aussi de la ligne à un moment donné. Non, vraiment, ça aurait pu basculer. Ça aurait pu basculer d'un autre côté. Malheureusement, ça Pas a encore. fait. Malheureusement, pas encore. 3 finales de l'équipe de France. C'est quand même immense. C'est quand même immense, c'est clair, énorme, c'est c'est énorme. clair. Mais bon, pas encore de titre. On va voir si peut-être en 2019 ça peut arriver. On ne sait jamais. La fameuse théorie des 12 ans d'Alex peut tenir. On verra. En tout cas, dites-nous dans les commentaires, vous, quels souvenirs vous gardez de ces 3 finales et Laquelle si- vous a le plus marqué laquelle exactement vous a le plus marqué. En tout cas, Moi, merci. personnellement, si je devais donner mon avis, parce que je ne vais me permettre, pour moi, c'est 99 malgré tout. Parce que, mais pas forcément du prisme supporter français, mais pour moi, le rugby a basculé à cette époque-là. Donc voilà, c'est l'avis d'Alex. Merci mon Yam pour cette émission. Les gars, on se retrouve dès la semaine prochaine, évidemment. Vous serez présents? Bah oui, toujours. On sera présents. On sera tous Toujours. présents. Toujours. Merci Erwan, merci Pierrot en régie et évidemment, chers suiveurs de Bureau Oval, à la semaine prochaine. Gros bisous.